Bonjour tout le monde, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on a un programme double sur les ondes lentes. Je pense que j'aime vraiment le goût du risque parce que je me considère pas comme une experte sur les ondes lentes, mais je vais quand même vous faire une introduction aux ondes lentes. Donc, à vous qui êtes peut-être du labo de Julie Carrier ou de Valérie Mongrain qui avez peut-être beaucoup plus de connaissances que moi sur les ondes lentes. Mais je vais quand même faire une petite intro pour dire pourquoi moi, ça m'intéresse d'étudier les ondes lentes, donc pourquoi les chercheurs en sommeil sont intéressés par ces ondes lentes-là. Et ensuite, Jean-Marc Lina va poursuivre avec des notions plus théoriques sur comment on les détecte, ces ondes lentes, et des notions de couplage aussi avec les fuseaux, si je me trompe pas. Donc, dans ma présentation, j'ai essayé de faire une présentation qui va intéresser les personnes qui n'ont jamais travaillé sur les ondes lentes, donc avec des notions vraiment plus de base. Mais aussi, j'ai des nouveautés là, avec des articles qui ont été publiés ce mois-ci. Donc, même pour ceux qui connaissaient bien les ondes lentes, j'espère que vous allez pouvoir profiter un peu de cette présentation-là. Donc, on enregistre présentement la conférence, le cours. J'ai mis le lien YouTube encore dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Donc, je vais partager mon écran. Là, j'ai mis un thème d'été. Peut-être que vous préfériez être à la piscine plutôt qu'à l'école d'été, mais bon, j'ai essayé de faire, encore une fois, plaire à tout le monde, donc avec un peu de piscine puis un peu d'école d'été. Donc, qu'est-ce qu'une onde lente? Les ondes lentes, elles sont vraiment très, très connues parce qu'elles sont facilement observables dans un tracé de sommeil. Hein, depuis les années 1935, là, où on a commencé à regarder de quoi a l'air l'activité EEG pendant le sommeil, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des activités à ondes lentes qui apparaissaient dans les tracés de sommeil. Mais on ne connaissait pas trop d'où venaient ces ondes lentes-là. Puis c'est vraiment les travaux de Steriade à partir des années 90, donc Steriade qui était professeur à l'Université Laval, qui ont permis de mieux comprendre d'où viennent les ondes lentes, puis comment elles sont générées, modulées, puis quels sont donc les processus physiologiques sous-jacents aux ondes lentes. Donc ici, j'ai remis une page de stade N3 où on voit, surtout dans la région frontale, ces ondes lentes-là qui apparaissent. Donc, elles prédominent en stade N3, mais comme on l'a vu lorsqu'on a regardé le scoring des tracés de sommeil, elles apparaissent aussi en stade N2, mais elles sont moins prédominantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on indique qu'une page est en N2 plutôt qu'N3. C'est lorsqu'elles sont moins prédominantes, mais on va parler de N2. Puis lorsqu'elles prédominent dans une page de 30 secondes, on va parler de N3. Là, je vais juste prendre une pause pour pouvoir mettre la fenêtre de chat pour vous voir si vous avez des commentaires. OK. Donc, elles sont prédominantes. Elles sont prédominantes en frontale. On sait qu'elles se propagent. Donc, une onde lente va se propager, en tout cas chez l'humain, de la partie frontale du scalp jusqu'aux régions plus postérieures. Je devrais dire chez l'humain adulte, parce que chez les enfants, c'est moins clair. Ces ondes lentes-là, elles ont une fréquence d'oscillation qui est lente, d'où leur nom. Donc, elles vont osciller entre 1 et 4 Hertz lorsqu'on enregistre sur le G sur le scalp. Et elles vont avoir plus de 75 microvolts d'amplitude chez des adultes d'âge moyen. Les ondes lentes ont différentes caractéristiques qu'on va mesurer lorsqu'on fait l'étude des ondes lentes. Donc, on l'a vu avec l'analyse spectrale, on va regarder l'activité, la puissance, la densité de puissance spectrale entre 1 et 4, 4,5 Hertz. Ça va nous donner une donnée pour cette activité, pour la présence de cette activité-là dans notre tracé EEG. Lorsqu'on parle des ondes lentes, on s'intéresse effectivement à la même fenêtre de fréquence, ou à peu près, donc 1 à 4 Hertz environ. Par contre, on va avoir accès à beaucoup plus d'informations, notamment la densité des ondes lentes, donc le nombre de fois où on voit apparaître une onde lente par minute, par exemple. Mais on va aussi avoir des informations sur la morphologie des ondes lentes. Ce qui nous intéresse
a été bien montré, bien illustré dans un article de Julie Carrier en 2011, où c'était la première fois qu'on utilisait, ou une des premières fois qu'on utilisait le détecteur à ondes lentes de notre centre. Donc, l'onde lente a un début qui est identifié ici par le point A, où les neurones vont décider de devenir silencieux en même temps. C'est le début de la période qu'on va appeler la phase négative, hein, le négatif est en haut ici sur ce graphique-là, ou de la phase off, ou de la phase down, ou de la phase hyperpolarisée, ou de la phase silencieuse. Donc, cette, cette, cette période-là a plusieurs noms selon le niveau qu'on veut caractériser. Si on regarde par exemple le potentiel membranaire versus l'activité neuronale, on va lui donner des noms différents. Mais pour ce qui nous intéresse sur le scalp, il faut donc savoir que tous ces noms-là réfèrent à cette portion-là négative de l'activité de l'onde lente. Donc, cette phase-là va avoir une pente et va atteindre un point maximal d'activité négative où tous les neurones donc, vont décider de demeurer silencieux en même temps. Et le fait qu'on a cette grande période de silence ou d'hyperpolarisation va faire en sorte qu'on va avoir un grand signal négatif sur notre J. Plus il y a de neurones qui décident de rester silencieux en même temps, plus l'amplitude va être grande lorsqu'on mesure sur le scalp. La pente ici pour atteindre le point le plus négatif va nous parler de à quel point les neurones sont synchronisés pour rentrer dans cette phase silencieuse-là en même temps. On va ensuite avoir une période où on va passer de cette phase-là négative à une phase positive ou de dépolarisation ou de firing, donc d'activité intense neuronale. Cette pente-là va aussi nous parler de la synchronie neuronale, donc à quel point les neurones vont décider de passer de la phase silencieuse à une phase de dépolarisation en même temps. On pense que cette pente-là, donc plus elle est abrupte, plus les neurones sont synchronisés, plus on a un cerveau globalement en santé. On le voit par exemple avec le vieillissement. On peut avoir un cerveau bien en santé dans le vieillissement, mais on va avoir une diminution de cette pente-là, elle va devenir moins abrupte. Une autre chose qui va nous intéresser, c'est donc l'amplitude aussi de la phase positive et de l'amplitude du point B à D, donc l'amplitude totale de l'onde lente. Et ensuite, on va avoir un retour à la ligne de base. C'est généralement entre le point D et E qu'on va voir apparaître des fuseaux. Donc, cette phase-là de dépolarisation et donc d'excitation va aussi être un bon moment pour qu'il y ait un fuseau qui apparaisse. Donc, si vous voulez vous rappeler de toutes ces caractéristiques-là des ondes lentes, vous pouvez vous référer à l'article de Julie Carrier dans sa figure. Elle explique bien toutes les caractéristiques qu'on mesure des ondes lentes. Donc, en plus de ces amplitudes-là, on va regarder la durée de la phase négative, la durée de la phase positive, la durée totale de l'onde lente, et donc la fréquence d'oscillation, qui est aussi très, très liée à la durée de chacune des périodes, des phases. Et on va s'intéresser aussi à la densité des ondes lentes. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut retirer de la détection des ondes lentes et qui peut être différent de ce qu'on va obtenir avec l'analyse de l'activité à ondes lentes ou du slow wave activity lorsqu'on fait l'analyse spectrale. C'est souvent corrélé, pas tout le temps, puis je dirais qu'on a plus d'informations avec la détection des ondes lentes. Donc, comment elles sont générées, ces ondes lentes-là? Ça a fait l'objet de beaucoup d'études. Puis, il y a des personnes qui vont donc étudier la génération des ondes lentes en utilisant, par exemple, de l'EEG haute densité pour essayer de comprendre comment elles sont générées. Il y a des études qui vont être faites chez l'animal sous anesthésie. Il y a des études qui vont être faites plus au niveau cellulaire et même moléculaire. Donc, il y a vraiment plusieurs approches ou lunettes qu'on peut utiliser pour parler de la génération des ondes lentes.
moi, je suis une neuropsychologue, donc je vais vous en parler avec mes mots à moi. Mais si Valérie Mongrain était ici, puis elle pouvait vous expliquer la génération des ondes lentes, elle vous en parlerait peut-être d'une façon un peu différente. Ce qu'on sait, c'est que le thalamus et le cortex sont vraiment centraux dans la génération des ondes lentes. Et c'est le feedback, donc dans cette boucle thalamo-corticale, qui est vraiment le siège des ondes lentes. Il faut savoir qu'il y a quand même encore des études qui s'ostinent un peu à savoir si c'est vraiment le thalamus qui va être vraiment le premier à envoyer son signal ou pour générer les ondes lentes, ou si c'est le cortex. Les ondes lentes, elles reflètent les inputs qui sont excitateurs qu'il y a entre le thalamus et le cortex. Mais elles sont aussi modulées par des interneurones inhibiteurs au niveau du cortex, puis aussi par les noyaux réticulaires thalamiques qui sont aussi inhibiteurs. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites où on a déconnecté le cortex du thalamus pour voir est-ce que si le cortex n'a pas l'input du thalamus, donc on sait que le thalamus, lorsqu'il ne reçoit pas l'activation du système réticulé activateur ascendant là, pour l'éveiller, va commencer à osciller avec des oscillations très lentes, sous 1 Hertz. Alors, on s'est dit, si on le déconnecte du cortex, est-ce que le cortex va être capable de générer à lui seul des ondes lentes? Et il semble que oui. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré que le cortex seul peut générer des ondes lentes. Par contre, il y a d'autres études qui ont montré que lorsque le cortex est déconnecté, désaffairé du thalamus, il y a quand même une diminution dans l'amplitude des ondes lentes puis dans leur densité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette diminution-là serait possiblement transitoire. Donc, avec le temps, le cortex, peut-être à cause de la plasticité cérébrale qui va avoir lieu, reviendra à un niveau assez normal au niveau de ces ondes lentes, même s'il est déconnecté du thalamus. Puis ce qui est intéressant aussi de montrer, c'est qu'il y a beaucoup d'autres régions cérébrales qui ont des activités qu'on va dire time lock, donc qui oscillent aussi avec une activité qui est synchronisée avec ce qu'on va voir dans le thalamus puis dans le cortex. C'est le cas de l'hippocampe, du striatum, du cervelet, puis de certains noyaux du tronc cérébral. Puis ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'il y a une communication qui est extrêmement importante entre le thalamus et le cortex pendant les ondes lentes, entre le thalamus, les hippocampes et le cortex entorhinal plus précisément. Puis, on en avait parlé au dernier cours, il y a les sharp wave ripples qui surviennent pendant les ondes lentes, puis qui sont un marqueur de cette communication-là intense entre le thalamus, les hippocampes, le cortex entorhinal. Puis ce serait possiblement en lien avec la consolidation qui se fait en mémoire pendant le sommeil. Là, si j'ai des experts en ondes lentes ici qui veulent ajouter des détails sur la génération des ondes lentes, sur leur modulation, s'il vous plaît, levez la main puis complétez le cours. Ça va me faire plaisir de vous entendre. J'ai pas beaucoup de volontaires, là. OK. Donc, c'était vraiment juste pour avoir une idée de comment ils sont générés. Puis, je voulais vous illustrer le type de recherche qu'on fait avec les ondes lentes, comme je l'ai fait pour le cours sur les fuseaux, en vous présentant une étude assez récente. Je vais vous présenter les questions de l'heure un peu plus tard, mais une des questions de l'heure, c'est comment on peut augmenter les ondes lentes. Puis d'ailleurs, récemment, j'ai fait une entrevue pour la revue Médecins du Québec, qui est une revue pour tous les médecins de famille au Québec. Puis la journaliste avait lu un article de revue qui était publié, je pense, dans, il me semble, JAMA Neurology, qui était un article de revue sur les ondes lentes, puis leur rôle dans le nettoyage des déchets neurométaboliques, puis leur rôle dans la démence. Donc, étant donné ce qu'on sait des ondes lentes maintenant, donc dans leur participation dans la consolidation de la mémoire, mais aussi probablement dans la théorie de la clairance, le nettoyage des déchets neurotoxiques, métaboliques,
donc qu'on accumule pendant la journée, dont le bêta-amyloïde et la protéine tau. Puis, je devrais dire aussi une littérature que je connais moins, mais toutes les anomalies qu'on va voir aussi dans les ondes lentes, dans les troubles psychiatriques, dont la schizophrénie, ça devient super intéressant de pouvoir les moduler, les augmenter. Puis on se demande si on les augmente, ces ondes lentes-là, est-ce qu'on peut augmenter la fonction récupératrice du sommeil? Est-ce qu'on peut augmenter la capacité à consolider l'information en mémoire? Est-ce qu'on peut améliorer notre sentiment d'être reposé le lendemain? Ou est-ce qu'on peut ralentir le vieillissement à la limite? Donc, ça devient vraiment la question de l'heure. Puis la journaliste de cette revue-là, c'était vraiment la question qu'elle avait, mais OK, mais est-ce que maintenant toute la communauté de recherche en sommeil fait un énorme effort pour augmenter les ondes lentes, étant donné ce qu'on sait sur les ondes lentes? Il y a effectivement beaucoup d'efforts qui sont faits. Puis, la plupart des efforts qui sont faits sont via des stimulations non invasives, donc stimulation électrique ou magnétique pendant le sommeil, qui sont synchronisées à certains événements dans le sommeil, donc aux ondes lentes, pour augmenter la production d'ondes lentes pendant le sommeil. Donc, il y a beaucoup un champ de recherche sur ça. Il y a aussi des stimulations auditives qui sont présentées, puis qui pourraient augmenter aussi les ondes lentes. Mais là, il y a une étude qui est parue ce mois-ci. Hop, bon, j'ai devancé ce que je voulais dire. Donc, peut-être juste avant de présenter l'étude qui a été publiée ce mois-ci, juste vous dire qu'il y a une étude qui a été publiée en 2021, puis qui regroupe, revoit toutes les études qui ont présenté les stimulations non invasives pour augmenter les ondes lentes pendant le sommeil. Donc, l'étude dont je vais vous parler, c'est une étude qui a été publiée. En fait, je pense qu'elle a été acceptée le 11 juin, donc peut-être que pour même les experts en ondes lentes, vous ne l'avez pas vue encore, qui a eu l'idée d'augmenter les ondes lentes en présentant des mots relaxants pendant le sommeil. Puis je trouvais ça bien drôle parce que je veux dire, c'est un peu ésotérique parce que de présenter des mots relaxants ou des petits bruits de vagues ou etc. pendant le sommeil, je veux dire, ça a peut-être été vendu par certaines compagnies ou en disant que ça allait améliorer votre sommeil. Puis nous, comme chercheurs en sommeil, on a toujours dit que c'était du n'importe quoi. Tu sais, au départ, on pensait même que le cortex n'était pas capable du tout de traiter l'information puis que ça n'avait aucun impact de présenter une petite musique de vague sur la profondeur du sommeil ou la qualité du sommeil. Et cette étude-là, ce qu'elle montre, c'est que peut-être qu'effectivement, de présenter des mots relaxants pourrait augmenter les ondes lentes. Donc, je trouvais que c'était quand même assez provocateur comme étude. Donc, leur rationnel, c'est que le sommeil profond puis ces ondes lentes, bien, ils sont étroitement liés à l'aspect récupérateur du sommeil, que la présentation de mots pendant le sommeil va activer des régions corticales qui sont en lien avec ces mots-là. Et que si on présente des mots qui sont relaxants, on pourrait augmenter l'activité des régions qui sont liées à la relaxation, au sommeil, pendant le sommeil non REM. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette étude-là. Ils ont testé 50 participants jeunes, donc de 18 à 33 ans, lors d'une nuit d'adaptation et ils ont fait venir ensuite pour 2 nuits en laboratoire, séparées d'une semaine, où ils ont passé toute une nuit en laboratoire. Et il y a donc une nuit où des mots relaxants étaient présentés et une nuit où c'était des mots neutres. L'ordre de ces nuits-là était contrebalancé. Puis dans les nuits, ils ont même fait plusieurs conditions de contrôle où ils ont utilisé les mêmes mots, mais avec les syllabes inversées pour vraiment essayer de contrôler le plus possible pour la caractéristique du mot sur l'activation EEG qu'ils voyaient pendant le sommeil. Donc, ils ont beaucoup de conditions de contrôle que je ne vous présenterai pas toutes, mais sachez qu'ils ont quand même eu beaucoup de conditions de contrôle, donc l'étude est quand même très bien faite. Ils ont présenté les mots à partir du 2e cycle de sommeil. C'est ce qu'on voit dans le graphique ici. Dans le 1er cycle de sommeil, ils n'ont pas présenté les mots parce qu'ils disent qu'il y a déjà une saturation d'ondes lentes. Donc, ils ont évité de présenter les mots relaxants dans cette portion-là de la nuit, le 1er cycle. Ils ont commencé la présentation des mots
à partir du deuxième cycle de sommeil, puis spécifiquement en non-REM. Donc, ils avaient un scoring des stades de sommeil, une identification des stades de sommeil qui était fait en temps réel pour pouvoir identifier leur, le sommeil lent en temps réel. Les participants avaient un test de mémoire avant et après la nuit de sommeil. Ils avaient des tâches de vigilance après la nuit de sommeil, puis ils avaient aussi des questionnaires sur l'humeur puis la qualité de leur sommeil subjective après leur nuit de sommeil. Ils ont fait l'analyse spectrale, donc ils ont regardé le slow wave activity ou l'activité à ondes lentes là, de 0,5 à 4,5 Hz sur des fenêtres de 4 secondes avec un rejet d'artefacts automatique qu'ils ont aussi vérifié visuellement. Donc, comme on le disait au dernier cours, là, ils ont vraiment fait ça dans les règles de l'art. Ils ont détecté les ondes lentes via le MATLAB, l'outil Slow Wave Analysis Toolbox. Ce qu'ils ont observé, c'est que les mots relaxants ont augmenté le temps passé en sommeil lent profond de 6 minutes. Donc, la nuit où il y avait les mots relaxants, les participants dormaient 6 minutes de plus que la nuit où il n'y avait pas les mots relaxants. Et dans une même nuit, ils avaient toujours une condition de baseline et une condition où les mots étaient présentés. Et ils calculaient le temps passé en sommeil lent profond et ils disent que ça a augmenté de 32 par rapport au baseline. Donc, on voit dans le graphique ici les mots contrôle ou neutre, les mots relaxants, avec chaque point qui représente un participant, puis la moyenne pour les 2 nuits. La qualité, puis ce qui est intéressant, c'est que les participants ont été questionnés après leur nuit de sommeil et aucun des participants n'était capable de dire ce qu'il y avait de différent entre les 2 nuits, sauf un participant qui a dit qu'il y avait une nuit où il y avait des mots qui avaient été présentés, puis l'autre nuit qu'il n'y avait pas de mots qui avaient été présentés, ce qui n'était pas le cas. Donc, les participants n'étaient pas capables de dire s'il y avait des mots qui avaient été présentés, puis surtout pas de dire quel type de mots avait été présenté. Par contre, la qualité subjective de sommeil étaient corrélés, les changements dans la qualité subjective du sommeil étaient corrélés au changement, à l'augmentation de la quantité de sommeil lent profond. Donc, plus il y avait eu une augmentation de sommeil lent profond, plus le sommeil était jugé de bonne qualité. Par rapport aux ondes lentes, puis à l'activité, donc ils ont fait des mesures d'activité en ondes lentes que je ne présente pas ici, puis des activités, aussi des analyses d'ondes lentes. Ils ont des résultats par rapport à l'amplitude des ondes lentes, donc pic à pic, et la densité, donc le nombre par minute d'ondes lentes. Ce qu'ils ont observé dans les graphiques ici, ce qu'on voit, c'est que pour chaque mesure d'ondes lentes, qui est sur l'axe des Y, ils nous présentent l'asymétrie gauche-droite. Ce qu'ils ont observé, c'est que dans la nuit où les mots neutres étaient présentés, ils avaient une grande asymétrie entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et lorsque les mots neutres étaient présentés, il y avait une diminution de la symétrie. Donc, c'est l'hémisphère gauche qui a répondu davantage aux mots relaxants, ce qui est intéressant parce que c'est quand même l'hémisphère gauche qui traite le langage. Donc, l'hémisphère gauche a produit plus d'ondes lentes et de plus grande amplitude, ce qui a permis de réduire la symétrie entre les deux hémisphères. Donc, ici, c'est un peu des graphiques que je n'étais pas certaine de vous les présenter parce que c'est un peu compliqué dans le sens où c'est toujours relatif. Ce sont donc des données qui sont relatives entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Puis ce sont donc les changements qu'on observe. Puis on voit que pendant la présentation des mots neutres, il y a donc moins de différences hémisphériques et cette diminution des différences hémisphériques est due à l'augmentation de l'hémisphère gauche en termes d'amplitude puis de densité des ondes lentes pendant le sommeil. Donc, c'était juste un petit teaser pour la présentation de Jean-Marc. Je termine en parlant du futur de la recherche sur les ondes lentes. Il y a vraiment plusieurs questions très tendances en ce moment.
La première, comme je vous le disais au dernier cours, c'est le couplage ou non avec des fuseaux. Donc, qu'est-ce qu'une onde lente couplée à un fuseau? Quelle est sa contribution, par exemple, à la mémoire ou à l'aspect récupérateur du sommeil versus une onde lente qui n'a pas réussi à se coupler avec je ne sais pas si c'est une performance, là, mais n'a pas réussi à se coupler à un fuseau ou réussi un couplage moins constant avec un fuseau. L'autre grande question, c'est d'ailleurs un intérêt au CEAM, c'est de voir quelles sont les régions cérébrales associées aux caractéristiques des fuseaux, puis plus spécifiquement, lorsque des changements surviennent dans la structure cérébrale, donc par exemple avec le vieillissement ou dans le cas ici de l'article de Erlan Sanchez, lors d'un traumatisme crânien qui va venir apporter des grands changements au niveau de la matière blanche, mais la matière grise cérébrale, qu'est-ce qui se passe au niveau des ondes lentes? Un autre grand champ de recherche, c'est le rôle des ondes lentes dans la clairance ou le nettoyage des déchets neurométaboliques accumulés pendant la journée, étant donné que ces déchets-là incluent le bêta-amyloïde puis la protéine tau, qui sont donc deux protéines qui participent à la pathophysiologie de la maladie d'Alzheimer. C'est devenu un grand champ d'intérêt dans la recherche sur le sommeil, mais aussi sur la démence. J'en ai pas parlé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un aspect local aux ondes lentes. Donc, même si on voit sur notre tracé EEG que les ondes lentes ont l'air d'être partout, donc particulièrement dans la région frontale, mais on les voit jusque dans les régions centrales et postérieures. On sait maintenant, même depuis 2004, qu'il y a un aspect local aux ondes lentes. Ce qui est intéressant, c'est que cet aspect-là local, donc le fait que les ondes lentes peuvent se retrouver dans une région plus spécifique du scalp et ne pas être particulièrement corrélées aux autres régions. En fait, ces ondes lentes-là locales seraient fortement corrélées à l'activité réalisée dans la journée précédente. Donc, si par exemple, on a eu une activité motrice intense, par exemple, apprendre à jouer au tennis pendant la journée, ben, le cortex moteur controlatéral va montrer plus d'activité, plus d'ondes lentes ou d'activité à ondes lentes localement dans la nuit qui va suivre. Et comme je vous disais, le fait d'augmenter les ondes lentes, c'est aussi un grand champ d'études. Donc, on sait qu'on peut, en tout cas, on pense pouvoir les augmenter via de la stimulation non invasive, via de la stimulation auditive, juste le fait de présenter un son. Mais avec l'étude qui vient d'être publiée, on sait maintenant qu'en tout cas, on s'imagine qu'on peut même les augmenter grâce à des mots relaxants. Roger, tu as levé la main, puis j'ai terminé ma présentation, donc c'est un parfait moment. Puis ben, j'essayais de rester poli. Mais c'est deux commentaires pour ajouter à ce dont tu vas parler. Puis comment je dirais, une mise en garde, je ne veux pas faire la pape, là, mais faut pas oublier deux choses. D'abord, quand on mesure le G, on mesure un épiphénomène. Fait que, quand on dit, puis je le dis moi aussi, le rôle des ondes lentes, c'est de faire telle affaire, mais c'est pas nécessairement les ondes lentes qui font ça, c'est le substrat des ondes lentes. Alors, quand on a de la fièvre, on a plus d'ondes lentes. Si on baisse les ondes lentes, on a moins de la fièvre. Mais c'est pas parce que le cortex fait moins d'ondes lentes qu'on n'a plus la fièvre. Mais les ondes lentes sont un reflet fiable de quelque chose qui se passe en dessous. Puis d'une condition expérimentale à l'autre, c'est pas nécessairement la même partie du générateur qui va être associée à ça. De la même façon que si on prend un thermomètre pour dire qu'il fait chaud dehors, même si je mets le thermomètre dans l'eau glacée, il ne fait pas moins chaud dehors. On mesure l'épiphénomène, c'est hyper utile. De la même façon qu'on prend la température corporelle pour illustrer les rythmes circadiens, c'est pas la température qui fait les choses. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ça. Il y a un substrat. Puis ça nous amène à ce dont tu parlais, le deuxième point que j'avais pour qu'on s'en rappelle, l'hypothalamo-cortical. Le fait de passer d'un mode fuseau à un mode onde lente,
c'est que la boucle thalamocorticale ou le thalamus est encore plus hyper polarisé. Il y a encore plus de GABA qui part de l'enveloppe réticulaire autour du thalamus, puis qui envoie du GABA partout aux cellules thalamocorticales. Que plus qu'on passe, plus qu'on hyperpolarise, plus qu'on est capable de générer des ondes lentes. Alors, au moment où on récupère l'hyperpolarisation, qu'on passe de onde lente, puis savoir s'il y a un fuseau ou pas qui va chevaucher la pente descendante, ça va aller vers le positif, bien, ça arrive à un moment où est-ce qu'on est capable ou pas de contrôler l'hyperpolarisation plus ou moins rapidement, puis plus de monde en même temps. Ça fait qu'en vieillissant, par exemple, il y a peut-être une dissociation de ça, qu'on est moins capable de regrouper les efforts d'hyperpolarisation, qui fait ça qu'il y aura moins, surtout de fuseaux qui vont chevaucher la pente descendante, hyperpolarisante de l'onde lente. Il ne faut pas oublier que c'est des générateurs, c'est des reflets, puis tout reste vrai, c'est tout vrai, mais c'est parce qu'après, là, au troisième téléphone arabe, au téléphone pour me dire ça, au téléphone multiple, transculturel, quand on arrive au troisième interlocuteur, ben, on va penser, oui, c'est les ondes qui font ça. Ben, pas nécessairement. C'est le substrat en dessous, puis il ne faut pas oublier qu'il y a un substrat. C'était ma petite note. Ah non, puis c'est aussi le sentiment qu'on a très fort lorsqu'on lit même les articles récents. J'ai regardé les revues récentes qui ont été publiées. C'est vraiment, on a l'impression quand on étudie les ondes lentes et les fuseaux, puis qu'on veut faire des liens avec les fonctions du sommeil, j'ai l'impression d'être en avion puis d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les maisons. Mais que c'est vraiment, j'ai vraiment comme c'est un outil, puis je me dis, dans 50 ans, qu'on va comme regarder la littérature qu'on publie aujourd'hui, je veux dire, ils vont rire, là, notre progéniture de recherche, là. Je veux dire, ils vont nous trouver bien, bien drôles à étudier nos ondes lentes, je veux dire, puis essayer de déduire quelque chose de ce qui se passe avec les ondes lentes. Fait que je suis vraiment d'accord avec ton commentaire. Puis d'ailleurs, je veux juste dire que je vais repartager mon écran, là, parce que je ne sais pas si je vais... C'était aussi... Attendez, là. C'était aussi ça, mon feeling, là. Je veux dire, on plonge, puis on essaie de voir ce qui se passe en dessous, mais je veux dire, quand tu es au-dessus de l'eau, tu as vraiment juste des informations très indirectes de ce qui se passe vraiment en dessous. Donc, peut-être qu'éventuellement, on aura... Puis comme je disais, peut-être que d'avoir Roger qui aurait des cours ou Valérie Mongrain avec un aspect plus moléculaire ou animal, déjà, on a un peu plus d'informations de ce qui se passe en dessous. Mais bon, moi, il y a des aspects bien cognitifs qui m'intéressent aussi. Donc, je suis une des chercheurs qui regarde au-dessus de l'eau et essaie de comprendre ce qui se passe en dessous.